Bonjour et bienvenue pour cette première rencontre dans Miroir Désinvolte, le podcast qui vous aide à devenir qui vous êtes. Je suis Adeline Anger, coach de vie, hypnothérapeute. Ma mission, c'est de vous aider à vivre une bonne vie, tout simplement. Une vie où vous vous sentez bien. Et je crois que pour faire ça, vous avez besoin d'apprendre ou de réapprendre à aller à l'intérieur de vous pour y trouver vos propres réponses. Car une bonne vie, c'est une vie que l'on définit selon ses propres termes. Termes que l'on connaît uniquement si l'on a développé une fine écoute de soi et qu'on a réussi à faire taire tous les bruits extérieurs. Dans ce podcast, il y aura des partages de réflexions autour de l'estime de soi, la conscience de soi, la relation à soi-même et donc aux autres, la guérison émotionnelle et tout un tas de thèmes que j'ignore encore et qui se feront connaître le moment venu. Car ce podcast sera aussi un lieu d'expérimentation où je vais laisser place à la spontanéité. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Miroir Désinvolte. Merci beaucoup de me retrouver ici. Le thème du jour, c'est comment relâcher le contrôle. Alors, le contrôle sur quoi finalement ? Le contrôle sur ce que vous n'avez pas besoin de contrôler pour vivre une bonne vie. Ça peut être le contrôle de ce que vous ressentez, le contrôle de votre image, donc comment les autres vous perçoivent, et peut-être le contrôle de situations dont l'issue ne vous appartient pas. Et pour ce début d'épisode, j'ai eu envie de regarder un peu ce que signifiait en fait contrôler, ou alors quels étaient les synonymes de contrôler, et quels étaient les mots contraires, donc les antonymes. J'ai été assez surprise en fait de ce que j'ai découvert, parce que pour contrôler, les mots que j'ai trouvés étaient rester maître de soi, garder son sang-froid, et l'inverse de contrôler, c'est s'affoler, paniquer, perdre le nord, perdre son self-control. Et ce que j'ai ressenti, moi, en lisant ces mots, c'est que la notion de contrôle était associée à des termes plutôt positifs, entre guillemets. Être maître de soi, garder son sang-froid, c'est plutôt quelque chose qu'on va rechercher de façon générale. En revanche, le contraire de contrôle, donc s'affoler, paniquer, etc., n'est pas du tout ce qu'on a envie de vivre. Pour autant, quand il s'agit de vivre une bonne vie, et vivre une bonne vie implique pour moi d'avoir cette sensation d'être aux commandes, ou, entre parenthèses, peut-être d'avoir une sensation de contrôle. Mais je fais attention à ce mot-là en fait. Donc je préfère parler de sensation d'être aux commandes et d'être en position de choisir. Donc pour pouvoir faire ça, vous avez besoin de sentir que vivre une bonne vie, ce n'est pas contrôler sa vie. Vous ne vivrez pas une bonne vie en voulant contrôler votre vie. D'ailleurs, je ne sais même pas si ce serait très sexy de dire comment contrôler sa vie. Je ne sais pas, peut-être que ça existe, j'en sais rien, mais en tout cas, moi personnellement, ça ne me donne pas du tout envie. Pour avoir cette sensation d'être aux commandes de sa vie, une des choses qui va être importante, c'est d'avoir la clarté sur qui vous êtes et surtout d'être très lucide par rapport à votre réalité. C'est ce que j'appelle être très enraciné en fait dans sa vie, donc avoir les pieds sur terre et savoir regarder qui vous êtes, peu importe que la situation soit agréable ou souffrante pour vous actuellement. C'est pas une question d'être cette sensation de commande, d'être aux commandes, ne vient pas forcément parce qu'on est heureux et que tout roule dans notre vie en fait. La sensation de maîtriser sa vie, c'est aussi cette sensation qui vient quand on arrive à savoir qui on est, à savoir où on est. Et c'est de là en fait que peuvent venir aussi les impulsions, toutes ces petites choses qu'on va pouvoir faire pour essayer de se diriger à un endroit qui va être plus en adéquation avec qui on est. Vous suivez vos envies, vos impulsions, etc., etc. Donc vous allez commencer à marcher sur un chemin. Vous allez commencer à transformer des parties de vous petit à petit. Mais donc, en avançant sur ce chemin, il y a des parties de vous qui vont se transformer, qui vont disparaître aussi, pour laisser place à de nouvelles choses en vous. Et pendant ce processus de transformation, il
il y a des phases voilà, de joie, mais aussi de deuil, d'excitation et de plein de choses comme ça, comme un tourbillon. Et dans ces moments-là, l'ennemi de la transformation, c'est le contrôle. C'est d'ailleurs très paradoxal parce que voilà, quand je me réfère à nouveau aux définitions, enfin pas aux définitions, aux synonymes que j'ai trouvés dans le dictionnaire tout simplement, je me rends compte en fait que le contrôle, dans ce contexte de transformer sa vie, n'est pas l'ingrédient principal, n'est pas ce qui va aider en premier à transformer sa vie. Dans ce contexte-là, le contrôle va se manifester, par exemple, par une impulsion à s'accrocher au passé, à pas vouloir que les choses changent, ou à les voir changer et à ressentir de la peur. Ça peut être aussi s'accrocher à ce que vous savez de vous et du monde, donc à une certaine forme de rigidité, de ne pas vouloir changer de point de vue, d'avoir pareil, de la peur par rapport à ça. Et finalement, en faisant tout ça, vous ne permettez pas au mouvement de la vie de se faire. Le mouvement naturel de la vie est comme bloqué. Et l'inverse de ça, l'inverse de lâcher le contrôle, ce n'est pas s'affoler et paniquer, c'est embrasser l'inconnu. Embrasser l'inconnu, embrasser l'incertitude et être assis à cet endroit où on peut se dire tranquillement, je ne sais pas. Je ne sais pas en fait ce que ça va donner. Je ne connais pas la destination exacte, mais je sais simplement que c'est là où j'ai envie d'aller. Pour pouvoir faire ce chemin de transformation de manière équilibrée, vous aurez besoin de faire attention à deux choses. D'une part, la place du contrôle dans votre vie, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de chercher à contrôler quelque chose que vous pouvez contrôler, ou est-ce que vous essayez de contrôler quelque chose qui en réalité ne devrait pas l'être? Et la deuxième chose, c'est la dose de contrôle, c'est-à-dire, en fait, il y a des choses comme ça en nous qu'on n'apprécie pas trop, ou qu'on aurait envie de changer et transformer, voire de supprimer. Parce que là, le thème quand même du jour, c'est relâcher le contrôle. Donc relâcher le contrôle, ça voudrait impliquer peut-être de supprimer cette partie de soi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire et qu'on ne devrait jamais essayer de faire. Entre guillemets, le devrait, bien sûr. Mais c'est plus dans l'idée que déjà, quand vous essayez de supprimer ça, ça ne fait que renforcer la partie que vous voulez supprimer. Et surtout, en l'occurrence, par rapport au contrôle, on a besoin de garder cette partie-là pour contrôler ce qui est contrôlable. Vous ne pouvez pas être juste aux quatre vents, sans aucun contrôle sur votre vie. Dans ce cas-là, vous seriez comme un elfe complètement déraciné. Et vous ne pouvez pas non plus être trop dans le contrôle, auquel cas ça va vous empêcher de laisser le mouvement de la vie se faire naturellement aussi. Donc c'est une question d'équilibre toujours, la dose. Dans cet état d'esprit, je ne peux pas vous dire que pour relâcher le contrôle, vous avez juste à vous détendre, à relâcher. Parce qu'en fait, le contrôle, c'est la main crispée sur quelque chose. C'est une insécurité, forcément. Si on veut contrôler quelque chose, ça veut dire qu'on est en insécurité sur un point. Ça ne veut pas dire qu'on est en totale insécurité et qu'on est dans un vortex d'angoisse et de peur. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de maîtriser et que votre stratégie pour l'instant de survie ou de vie, mais bon, on va dire plutôt de survie, est de contrôler cette chose. Contrôler vos émotions, contrôler votre image ou contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. À travers ce podcast, je suis en train d'étudier ou d'explorer mon côté justement contrôlant, puisque c'est une part de moi avec laquelle je suis très en contact. Et c'est étrange parce que justement en créant ce podcast, il y a certaines parties du podcast que je maîtrise, je pose un cadre quand même, mais il y a certains points sur lesquels je sens que je pourrais basculer dans le contrôle et où en fait, je m'approche de mes envies de contrôle, mais je m'arrête avant, en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas cette impulsion de contrôle parce que je sais que ça va m'empêcher
d'apprendre ce que j'ai à apprendre en faisant ce podcast. Créer un podcast, c'est une activité qui est, pour moi en tout cas, avant tout créatrice. Donc, c'est quelque chose, c'est une activité dans laquelle j'essaye vraiment de laisser beaucoup d'espace, beaucoup d'air, voilà, il faut qu'il y ait beaucoup de choses une respiration qui circule. J'étais très bonne élève quand j'étais en primaire maternelle, bref, vous voyez, jusqu'à mes 10 ans surtout. Et donc je sais ce que c'est de contrôler son travail, de contrôler l'image qu'on donne aussi de soi, de vraiment contrôler oui, les résultats qu'on obtient à l'école. Et donc c'est quelque chose que j'ai appris et que je saurais faire. Je saurais créer un podcast aux petits oignons avec, je sais pas moi, une sono de dingue. Bref, tout ce qu'on peut imaginer d'un podcast parfait. Par exemple, de créer de retirer, d'avoir une bande son parfaite, sans voilà, d'avoir un discours très lisse, de couper des morceaux, d'en remettre à gauche, à droite, etc., etc. De créer des titres qui soient vraiment hyper adaptés à mon audience. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire sur un podcast que j'ai pas envie de faire parce que si je fais ça, je me coupe d'une chose qui est pour moi très importante, qui est je dois accepter de faire un travail qui est au niveau où je suis actuellement. Parce qu'il y a dans ce que je transmets le refus, quelque part, de prendre une posture qui serait à côté de qui je suis. Ce podcast-là que je suis en train de créer, c'est un podcast où je présente mon activité en tant que coach de vie hypnothérapeute. Et je pourrais choisir d'être dans la posture, la posture de la personne qui sait, la posture de la personne qui a des choses vraiment à vous apprendre. Et en réalité, j'ai vraiment envie d'être à ce niveau où mon podcast doit ressembler à un message vocal que j'enverrai sur WhatsApp à une amie, avec simplement un niveau sonore correct pour que la bande-son soit audible en n'importe quelle circonstance. C'est extrêmement différent justement de poser ce genre d'intention et de s'y tenir. Parce que pour ma partie contrôlante, qui est une partie que j'ai envie, que j'ai envie d'amener sur d'autres chemins, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi de faire ça. C'est un vrai défi de proposer, de montrer quelque chose qui n'est pas forcément parfaitement abouti, parfaitement lisse. C'est un vrai défi de se lancer dans la production de quelque chose qui va être un peu rugueux, entre guillemets, donc pas lisse. Quelque chose dans lequel il y aura certaines aspérités. Pour autant, je suis quand même très certaine de ce que je vous dis, très certaine que ma vérité est ma vérité, que peut-être ce que je dis n'est pas vrai pour tout le monde, mais en tout cas, ce que je dis est surtout vrai pour moi. Et je sens que j'ai besoin de le transmettre. Mais voilà, en gros, ça, c'est déjà une première manière pour moi d'explorer ma partie contrôlante. Ce qui m'amène à la deuxième chose, qui est donc, comme je vous disais, le contraire de contrôler, selon le dictionnaire en tout cas, c'est s'affoler, paniquer, etc. Et voyez comme par rapport à cette histoire de podcast, justement, quand je vous ai raconté un peu ce que c'était que de ne pas contrôler, eh bien, je ne suis pas dans la panique ou l'affolement. J'ai simplement des petites pensées qui passent de temps en temps du style mais est-ce que c'est vraiment assez bien Est-ce que vraiment ce que tu dis a du sens Est-ce que ça va vraiment intéresser des gens? Mais pas au point que ça m'affole, pas au point que voilà, ça impacte, que ça change la direction que je donne à ce podcast. Parce qu'en fait, intérieurement, je sais. Je sais que c'est ce que j'ai à dire. C'est une connaissance, enfin c'est un savoir qui va bien au-delà de la simple confiance en soi en fait. C'est juste que je suis en train de créer ce que j'ai à créer. Et c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, quand on a ce genre de... c'est pas forcément une droiture parce que c'est même pas être droit, c'est quand on a ce genre de certitude
ou ce genre d'assise dans son travail ou dans n'importe quelle situation, c'est beaucoup plus facile en fait de lâcher le contrôle. C'est beaucoup plus facile parce que vous pouvez simplement explorer cette partie contrôle qui du coup elle est moins active, elle est beaucoup moins insistante. Une partie qui veut contrôler les choses, elle va être très insistante si en dessous il y a une grosse insécurité par rapport à la situation. Dans le cas du podcast par exemple, j'ai pas de grosse insécurité par en dessous. Donc la partie contrôlante vient juste murmurer de temps en temps et voilà. Et après c'est aussi parce qu'il y a eu un gros travail fait par rapport à toutes mes parties et donc la communication est beaucoup plus fluide. Et par rapport à cette partie qui contrôle, je trouve que c'est toujours un peu dangereux de vouloir amener cette partie qui contrôle à ne pas contrôler. Parce que ces parties qui contrôlent sont des parties qui ont appris à le faire. Elles ont appris à faire ça. Quand elles apprennent à faire ça, c'est parce qu'une situation dans votre passé les a amenées à grandir de cette façon, les a amenées à se créer de cette façon. Et il ne faut jamais oublier que les parties de vous, même si elles font des choses étranges, horribles et insupportables, elles ont toujours une raison de faire ce qu'elles font. Elles ont toujours une raison d'agir comme elles le font. Et la raison principale, c'est de vous protéger. C'est toujours un besoin de protection, même si c'est hyper étrange, hyper incompréhensible et vous vous dites mais en fait c'est juste pas possible quoi, elle peut pas me protéger. Mais si, en fait c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et le gros danger, c'est de vouloir faire taire cette partie contrôlante. On est dans l'ère quand même du développement personnel massif, vraiment massif, où il y a énormément de contenu, énormément de livres, énormément de choses à explorer sur les réseaux sociaux. Et ça fait déjà plusieurs fois que je ferai le parallèle avec le stress. Quand les gens sont très stressés, ils ont souvent envie de chercher une solution pour se calmer. Je suis trop stressée, il faut que je me calme. Je suis trop stressée, il faut que je prenne du recul. Je suis trop stressée, il faut que je médite. Je suis trop stressée, il faut que je fasse du sport. En fait, si vous restez dans cette approche un peu symptomatique comme ça en surface, déjà, personnellement, je trouve ça épuisant en fait de devoir à chaque fois agir sur un état qui survient. Si à chaque fois que vous êtes stressé, vous devez faire quelque chose pour vous calmer, en fait, sur le long terme, ou même sur le moyen terme, je trouve que c'est hyper chiant, en fait. Et ça stresse encore plus le corps. Si vous devez à chaque fois, je sais pas moi, c'est comme un meuble qui est un peu fragilisé, si à chaque fois vous devez le retaper, en fait, vous sentez bien que c'est pas archi solide, quoi. Vous sentez bien que ça tient à moitié. Donc, ce côté où effectivement on est dans un espèce de ping-pong stress calme, contrôle calme, parce que c'est toujours ça en fait, quand on est dans le contrôle c'est un stress aussi. Donc on va essayer de se détendre, mais en fait si on reste dans ce ping-pong un peu superficiel entre ces deux parties, en fait vous allez tout le temps osciller entre les deux états. C'est-à-dire vous allez être dans un état de calme, du style j'arrête de contrôler, je me détends, je respire, je fais autre chose, etc. Et dès que la situation va se représenter ou dès que des pensées vont revenir, vous allez revenir en fait à cet état de contrôle, à cette envie de contrôler les choses. Et c'est pour ça que pour moi, partir dans une espèce de ce qu'on appelle une polarisation entre les deux, c'est pas facile. La plupart du temps, quand vous oscillez comme ça entre deux états, de stress et de calme, vous essayez en fait de faire avaler à une partie de vous une bonne disquette qui est en gros, vous dites à la partie contrôle, détends-toi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, tout va bien, etc. Ce qui n'est pas forcément vrai, parce que parfois votre partie contrôle, elle essaie de contrôler des trucs. Elle ne sait pas trop comment faire autrement, peut-être qu'il y aurait d'autres solutions. Mais en réalité, vous ne lui proposez pas les autres solutions quand vous faites ça. Vous êtes juste en train de lui dire « Chut, détends-toi, ça va aller.
ça va bien se passer. Vous passez en mode calme, vous vous calmez, etc., vous vous relaxez, mais en fait, la chose qui vous embêtait est toujours là. Donc dès lors où vous allez y repenser, ou dès lors où la situation va se représenter d'elle-même, vous retournerez dans cet état-là de contrôle et de stress, et votre problème ne sera pas réglé en fait. Pour qu'une partie qui veut contrôler relâche son étreinte, il est important de ne pas juger la partie. Mais en même temps, c'est pareil avec l'être humain finalement. Quand vous commencez un dialogue avec quelqu'un et que vous commencez par juger la personne, c'est très rare que la personne soit super ouverte pour avoir une vraie discussion avec vous. Franchement, ça n'arrive pas. Le jugement, c'est la rétractation. Les gens ne vont pas vous parler si vous les jugez. C'est pareil avec vous-même en fait. Parce que ce qui se passe en vous, c'est très similaire à ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas vraiment de différence. Sauf que personne ne sait ce qui se passe dans votre tête. Personne ne sait la manière dont vous vous parlez. Mais réellement, il est très facile de vouloir refouler ou faire taire des parties de nous qui nous dérangent. La partie contrôle, ça peut être une partie qui dérange. Admettons par exemple que vous souhaitez changer de vie. Je mets des guillemets parce que changer de vie, c'est tellement vaste comme projet. Mais admettons que vous souhaitiez changer des parties importantes de votre vie et que la partie contrôlante vous dit « Mais t'es sûr qu'on devrait faire ça ? Moi, je pense pas. Moi, j'ai peur. Moi, je préfère qu'on reste là. On est quand même plus sûr de ce qu'on a. On ne sait pas ce qu'on aura demain. Est-ce que tu es sûr que tu auras quelque chose de vraiment bien demain ? Tu ne sais pas. Alors, restons là. » Si cette partie-là, vous lui dites gentiment d'aller se faire foutre, ce qui peut être préconisé d'ailleurs par pas mal d'ouvrages, en fait, sur le coup, ça peut marcher. Vraiment, sur le coup, ça peut très bien fonctionner. Vous lui dites d'aller se faire foutre. Cette partie va du coup plus ou moins lâcher son étreinte, mais péniblement, mais elle pourrait lâcher. Un peu comme quand vous sautez dans un bain d'eau glacée. Vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous vous dites « Allez, j'y vais ». Votre système nerveux, il est bien saisi, là. Bien saisi, vous ne sentez pas grand-chose, donc vous arrivez à vous dépasser. Mais ça, c'est bien pour un temps, pour un acte d'une vie. Enfin, c'est bien, entre guillemets. C'est bien parce que vous faites l'expérience de ça. Mais moi, c'est quelque chose que je ne préconise absolument pas. Parce que sur le long terme, vous devez plutôt ménager votre monture. Je crois que c'est ça qu'on dit. Qui voyage loin ménage sa monture. Je crois que c'est ça l'expression. Et effectivement, quand vous faites des sauts dans les eaux glacées pour vous stimuler, etc., et faire la chose que vous avez à faire en essayant de bypasser, de court-circuiter votre partie qui contrôle, c'est bien, vous avez réussi à court-circuiter la partie qui contrôle. Mais du coup, vous avez aussi fouetté, entre guillemets, voire renié une partie de vous-même, qui est une partie qui a aussi sa juste place en vous. Parce que contrôler, c'est pas une mauvaise chose. C'est ça aussi le délire avec entre guillemets, les mauvaises parties ou les parties qui contrôlent comme ça, qui nous empêchent de vivre notre vie. C'est que ces parties-là sont jamais des mauvaises parties. Ce sont des parties qui simplement ont appris à faire quelque chose d'une façon rigide. Et votre seul rôle, c'est de replacer le curseur pour que cette partie contrôlante contrôle peut-être autre chose ou contrôle différemment. Ou alors, vous pouvez aussi entamer un dialogue avec la partie. Je vais vous partager à ce sujet une partie de mon histoire personnelle par rapport à ma partie contrôlante. C'est un gros bloc chez moi en fait. C'est un gros bloc. Moi, j'ai une partie qui contrôle, qui a justement contrôlé vraiment une très grande partie de ma vie. J'ai vécu un événement très douloureux quand j'avais 11 ans. Et à 11 ans, on n'est pas constitué exactement au niveau psychique, j'allais dire. Et donc, dans ma construction, en tant que très jeune adolescente, j'ai forcément une partie de moi, la partie contrôle, qui a émergé. C'est une partie qui a voulu prendre soin de moi. Et dans cette manière de prendre soin, il y a c'est une partie qui est très rigide.
Après, il faut comprendre que par expérience douloureuse, je parle d'une expérience qui est devenue un trauma. Et l'expérience douloureuse, c'est vraiment quand vous êtes enfant, enfin même, oui, quand vous êtes enfant, euh, un trauma, c'est quelque chose qui vous explose en mille morceaux. Ça vous explose vraiment. Et dans le stress de l'explosion, parce que vous êtes, voilà, il y a plein de morceaux autour de vous, en gros, vous devez tout recoller très vite. Vous devez recoller les morceaux très très vite. Et quand vous faites ça, ben, c'est comme quand vous recollez un vase à l'arrache. Il y a des parties qui vont être super bien collées, mais même trop. Il y aura trop de colle. Ce sera hyper rigide. Ça va cacher un peu des pièces. Enfin, ce sera super cimenté. Il y a des parties, au contraire, que vous aurez mal recollées. Il y a des bouts qui vont un peu rester par terre. Il y a de la poussière que vous n'allez pas récupérer, etc., etc. Et en fait, quand vous vivez une expérience très douloureuse, il y a cette explosion qui se produit. Il y a exactement ce qui se produit, ce que je viens de vous raconter là, que vous recollez tout très très vite. Et donc, quand vous faites ça, ben, vous ne recréez pas quelque chose qui est résilient et souple. Vous recréez quelque chose qui est par endroits très 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 solide et par endroits ben, super fragile, vous voyez, pas équilibré quoi. Et dans mon cas, la partie contrôlante, ben, c'est elle en gros qui m'a relevée. Elle m'a relevée et a pris le dessus dans ma vie jusqu'à, je sais même pas jusqu'à quel âge, hein, mais peut-être jusqu'à ma trentaine ou un peu avant la trentaine peut-être. Je n'aurais même pas de fin à vous donner là pour vous dire. Mais c'est une partie qui m'a aidé à survivre en fait émotionnellement parce qu'elle a pris en charge énormément. Elle a pris en charge mon image auprès des autres, mes choix de vie, qui étaient des choix vraiment très contrôlants. On va faire ce que les autres veulent. Les autres ont dit qu'il fallait faire des grandes études supérieures. Ben, on va faire des grandes études supérieures. On va pas chercher. On va tout contrôler. Tout sera sous contrôle. Ne pas faire de vagues. Rester caché à sa place. Ne croyez pas que cette histoire est triste, parce qu'en réalité, c'est l'histoire de beaucoup de gens. Enfin, beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, c'est l'histoire d'autres personnes que moi. Ça, c'est sûr. Et dès lors où vous comprenez vraiment comment et pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, ce qui semble très très dur et insurmontable et hyper violent est en fait votre fonctionnement. C'est ce qu'il s'est passé. Voilà ce qu'il s'est passé. Voilà pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je suis restée, entre guillemets, dans l'ombre. Voilà pourquoi j'ai vécu telle et telle histoire dans ma vie. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être dans ce contrôle et de ne pas être dans un lâcher-prise, dans une exploration libérée, entre guillemets, de ma vie à ce moment-là. Quand vous comprenez pourquoi vous faites tout ce que vous faites et pourquoi votre partie contrôlante a pris le dessus et que vous avez de la gratitude pour ça, même si elle vous a, entre guillemets, empêché de faire des choix différents, en fait, non, cette partie-là, elle vous a sauvé. Elle vous a sauvé à sa façon, avec ce qu'elle avait appris, avec ce qu'elle avait observé autour d'elle. Peut-être que pour d'autres personnes, ça donnerait quelque chose de très différent. Une grande blessure, c'est vraiment, comme je vous disais, une explosion, une reconstruction. Et comme c'est une reconstruction très rapide, il n'y a pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas le temps de se dire, attends, on va trouver une super stratégie pour vraiment te consolider, que ça se passe trop bien et tout. Non, 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 non. En fait, tout est très rapide, tac, tac, tac. Et pour moi, ça a été une partie très contrôlante qui a émergé. Pour d'autres, ce serait très différent. Les chemins sont extrêmement variés. Mais dès lors où on fait ce chemin de compréhension et de compassion, en fait, parce que du coup, je ressens de la compassion pour ma partie contrôlante. Je suis plus comme avant à vouloir la taire, à vouloir la supprimer, à vouloir lui dire mais en fait, mais tu me saoules quoi, tais-toi, j'ai plus envie que tu sois là. Laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi m'amuser, laisse-moi voilà, dire ce que j'ai envie de dire, etc. Non, je comprends que la partie contrôlante, ben, pour pouvoir lâcher un peu sa prise, ben, il faut lui montrer lui montrer, non, il faut lui parler et lui dire progressivement que c'est OK qu'elle change de mission si elle veut
Et il faut aussi lui montrer que vous n'êtes plus la même personne qu'au moment où elle s'est constituée, cette partie contrôlante. Parce que la partie contrôlante, elle se constitue aussi à un moment où vous êtes fragile. Je parle de grandes blessures, mais ça peut être aussi à d'autres moments de votre vie, qui ne sont pas forcément des grosses fractures. Mais quand vous comprenez que cette partie-là, elle se construit parce qu'elle vous a observé fragile et qu'elle s'est dit « Oh là là, non mais elle est trop mal en fait, je vais tout prendre en charge et je vais m'occuper d'elle. » Quand vous comprenez ça, vous pouvez ensuite entamer un dialogue plus tard avec cette partie et lui dire « Mais regarde, tu t'es constitué, j'avais quel âge ? J'avais 11 ans, j'avais 15 ans, j'avais 23 ans, j'avais 30 ans. Mais regarde aujourd'hui, j'ai changé, j'ai compris. Alors tu n'as plus besoin de faire ce travail. Mais par contre, tu pourras toujours contrôler autre chose. Ma liste de courses ou autre chose. Je ne sais pas, contrôler, je sais pas, une manière d'apprendre à faire des choses. Contrôler ce qui est intéressant à contrôler dans une vie, quoi. Contrôler au sens de maîtrise. Quand vous voulez maîtriser un art, par exemple. Ça peut être super intéressant d'utiliser une partie contrôle. Vous n'auriez pas envie de jeter cette partie complètement à la poubelle. Vous voyez ? Donc, l'important n'est pas tant de chercher à se débarrasser de ce truc-là, le contrôle, pour vivre une vie libérée et tout ça. Non. L'important, c'est de comprendre c'est quoi le rôle de cette partie. De le comprendre à un niveau somatique, au niveau du corps, vraiment. Comprendre le rôle de la partie et la remercier pour son travail. La remercier. Même si vous avez l'impression qu'elle vous fait chier, quand vous la remerciez, vous êtes en plus dans une posture où vous êtes en compassion envers vous-même. La compassion, comme c'est un concept abstrait, on entend passer le mot comme ça, compassion, mais en fait, compassion envers soi-même, ça peut être flou pour les gens. Qu'est-ce que ça veut dire quoi être en compassion avec soi-même ? C'est commencer à nourrir un dialogue comme ça avec soi. De voir un peu toutes ces parties de nous là qu'on trouve moches, qui ont l'air de nous emmerder, de voir justement que tiens, mais en fait, pourquoi elle fait ça ? Pourquoi elle est comme ça ? Ah, en fait, c'est ça. Ah, ok. Mais je l'aime en fait. Bah oui. Et ce dialogue-là, qui paraît, je vais dire qu'il paraît couillon, mais il n'est pas couillon, mais qui paraît très, comme d'habitude, très abstrait pour moi, parce que pendant que je vous parle de tout ça, je suis moi-même en train de réapprendre ce que j'ai déjà appris. J'ai déjà compris tout ce que je vous raconte là. Mais pour moi, qui ai justement été très longtemps dans cette partie contrôle, donc la partie contrôle dans mon cas est extrêmement, j'allais dire matérielle, cartésienne. Elle aime le concret, elle aime l'action, elle aime les résultats, elle aime la performance, la réussite. Donc cette partie-là, tout ce qui était compassion de soi, amour de soi, dialogue intérieur et tout ça, c'était trop abstrait pour elle. Elle disait mais on s'en fout de ça en fait. On s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est contrôler les choses concrètement dans la vie extérieure. Ce qui se passe dans la vie intérieure, bon, on peut faire des choses dans la vie intérieure, mais il faut qu'il y ait des résultats dans la vie extérieure. Donc j'étais constamment dans le oh, je suis tendue, je vais faire un peu de yoga. Oh, je me sens anxieuse et j'ai envie de contrôler certaines choses, je vais aller faire un peu de respiration. Oh, je sens dans mon corps que quelque chose tourne pas rond, je me sens crispée, tendue. Je vais aller écrire un petit peu ou je vais me distraire. Et en soi, c'est pas mal de faire ça, mais dans la dynamique dans laquelle j'étais et dans laquelle je sais que d'autres personnes sont, c'est vraiment très violent pour soi en fait, ce genre d'attitude, ce genre de combat. Parce que c'est un combat en fait qu'on mène avec soi-même et sans basculer dans le discours des bisounours, mais encore une fois, c'est le combat contre soi-même, c'est quelque chose qui est très banalisé aussi dans notre société, de se battre contre soi, de ne pas écouter les petites voix qui disent les choses pas belles à l'oreille et tout ça. Mais en réalité, vous devez écouter toutes ces parties-là
et les écouter parce que peut-être quelqu'un d'autre ne les a pas écoutés à un moment. Et si vous ne le faites pas, en fait, vous mettez juste tout ça sous le tapis et vous vous donnerez l'illusion de réussir à créer votre vie, mais en fait, ça créera beaucoup de conflits internes dont vous n'aurez pas conscience tout de suite, parce que ces choses-là prennent du temps. Mais cette tension qui s'accumule dans le corps est quelque chose qui va vous éloigner d'une certaine fluidité que vous pourriez avoir dans votre vie aujourd'hui. L'exploration que je vous invite à faire autour du dialogue intérieur, autour de la communication entre les différentes parties de soi, c'est un travail qui est profondément créatif. C'est créatif dans le sens où vous allez vraiment chercher, c'est même pas chercher, mais vous allez simplement vous balader en vous là et laisser émerger les premières idées qui vous viennent. Quand on parle de compassion, par exemple, je vous disais, c'est un terme abstrait. Moi, je disais compassion avant, ça m'évoquait un peu de douceur, mais il faut que vous fassiez, il faut que ce terme-là, vous arriviez à le faire vôtre et que ça exprime quelque chose dans votre corps de très singulier et qui vous corresponde en fait à vous. C'est hyper important en fait de faire ce travail qui est créatif parce qu'en plus vous allez vous reconnecter à des parties de vous qui sont souvent des parties oubliées parce que le contrôle, comme je vous disais, je pense que ce que j'ai raconté pour moi est valable aussi pour d'autres personnes, c'est-à-dire que ma grosse partie là qui contrôle est une partie vraiment très dans le dur, quoi. C'est une partie très yang, très énergie masculine. La créativité, c'est tout l'inverse. C'est la douceur, c'est l'imaginaire, c'est l'aérien, le rêve. Donc, c'est aussi permettre à deux parties de vous qui, a priori, sont pas copines, de justement sympathiser à nouveau. T'es qui, toi, en fait ? Ah, toi, t'es Monsieur Yang, ok. Bah, moi, je suis, je sais pas, le derviche tourneur. Désolée, c'est ce qui m'est venu pour moi, parce que je sais pas pourquoi, j'ai une partie comme ça que j'ai envie d'appeler un derviche tourneur. La partie un peu rêveuse, vous voyez. Tout ce travail de médiation intérieure, c'est pas un truc qui est rigide. C'est un truc de rêve, un truc qui est profondément créatif. Et ça pourrait être très différent pour vous. Mais faire se rencontrer comme ça deux polarités de vous qui a priori n'ont rien à voir, ben je sais pas, ce serait comme, je sais pas, j'essaie de voir si j'avais un dîner comme ça un peu étrange organisé avec des gens, ce serait qui ? Beyoncé qui rencontre le pape ? Je sais pas, peut-être. Mais peut-être même que Beyoncé et le pape auraient des points en commun, je ne sais pas. Mais vous voyez un peu l'idée ? C'est hyper important de casser une image un peu de ce à quoi ce truc doit ressembler en vous. Ça ressemblera à ce qui est en vous, en fait, tout simplement. Donc, ouais, c'est un peu bizarre, hein, cette partie de podcast, hein, mais bon, écoutez, hein, c'est ce qui devait sortir. Moi, je dis ce qui vient, et c'est comme ça. Et on arrive presque à la fin de cet épisode. Oh non, c'est trop triste. Mais si, il y a bien une fin. Et j'avais envie de vous parler aussi de la notion de guérison, parce qu'effectivement, quand vous avez une partie comme ça qui veut contrôler ou qui veut même faire n'importe quoi d'autre qui vous dérange, il est important de comprendre que la guérison n'implique pas de supprimer cette part de vous qui a envie de contrôler, parce qu'on a besoin de contrôler des choses dans sa vie, c'est important. Et j'ai envie de vous dire aussi que la guérison ne ressemble pas à supprimer des émotions, ça ressemble pas à fuir, ça ressemble pas à ne pas sentir, ça ressemble vraiment plutôt à s'asseoir avec la peur de cette partie-là, mais la laisser en fait vivre sa vie jusqu'à ce qu'elle décide de faire autrement. La guérison, moi j'ai très longtemps fantasmé la guérison émotionnelle comme étant une espèce de... Oui, je change totalement qui je suis et je redeviens quelqu'un qui n'a pas vécu de blessure en fait.
Ça a vraiment été pendant très longtemps, je pense, un de mes fantasmes ultimes. Et j'ai compris que ce serait pas possible, du coup. J'ai compris que ce serait pas possible et j'ai compris que ça n'aurait même pas de sens, en fait. Alors, je ne vous ferai pas le laïus sur mes blessures me font telle que je suis, etc. Non, j'ai pas envie de vous dire ça. Mais je vous dirais simplement que les choses sont comme elles sont et qu'en fait, elles peuvent être comme ça. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des envies comme ça, des pulsions de contrôle et des parties vraiment sombres en soi. Et on peut quand même construire sa vie à partir de ça. Et faire ce travail d'alchimie tout doucement et se sentir en voie de guérison sans se sentir hyper bien. Très bizarre, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en gros, le travail de guérison ne veut pas dire être dans une joie ultime. Ça veut juste dire qu'on a l'espoir en fait de pouvoir construire sa vie comme on veut et même d'utiliser ce qui est a priori cassé en nous, qui n'est pas cassé en réalité, et d'en faire un tremplin vers la vie qu'on a envie de vivre. Et je trouve que justement en ce sens, la guérison, c'est l'espoir. C'est l'espoir. J'aime toujours parler de l'espoir parce que pour moi, il faut toujours cette porte ouverte devant soi pour pouvoir avancer. Et je fais aussi beaucoup attention à ne pas confondre espoir et positivité toxique. Genre, je suis trop mal et j'essaye de me raconter des histoires en me disant que la vie est quand même belle et tout va bien, quoi. Non, franchement, ce travail, c'est un travail où il y a des moments, là je parle de l'exploration de soi, c'est un moment, une exploration où il y a des moments où on se dit mais je suis au fond en fait, j'y arriverai pas. Et puis, voilà, t'es au creux de la vague et paf, il y a une espèce de soleil qui sort de je sais pas où. Et ça, c'est l'espoir. C'est l'espoir que, tiens, il reste encore de l'espace devant moi pour avancer. C'est ça en fait l'espoir. Et sincèrement, cette chose-là est vitale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir désinvolte. Pour transformer votre vie et alchimiser vos blocages en force, découvrez mon travail de coach sur adelineanger.com. Envoyez-moi un message personnel ou réservez directement une séance de coaching individuel en ligne, où que vous soyez dans le monde. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Miroir désinvolte et aidez-moi à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie de vivre une vie qui a du sens et qui prend racine en l'être que vous êtes véritablement, je suis là pour vous écouter et vous accompagner. À bientôt.